Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Time for Human. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dimitri. Je te laisse te présenter, le maestro de la voix. Bonjour. 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 Tu sais qu'avec un bonjour, on peut faire toute la différence. Effectivement. Mon métier, c'est d'être un humain aussi comme toi, mais surtout de transmettre la compétence, la qualité, le pouvoir de la voix à travers des conférences, à travers du coaching, de la formation. Et donc la voix, non pas simplement comme un truc sonore, mais surtout comme un outil d'influence et un moyen de se propager. Parce que c'est le moyen le plus puissant pour pouvoir toucher le plus de monde en un temps. Je vois. Et la voix VOIX ou la voix VOIE? Les deux, mon général. Les deux, mon capitaine. Mon capitaine, mon général. Eh bien, ouais, la voix, les deux. Mon entreprise s'appelle La Voix par la Voix. D'accord. Donc, il faut savoir dans quel sens. Ça peut être dans les deux, mais c'est surtout la voix, VOIE, par la voix VOIX. Parce que le plus important, c'est pas tellement la question du son, c'est la question du chemin. Et le son et la voix, en fait, est un pont. Est un pont entre moi et les autres. À travers ce pont, je crée des connexions. Et plus je crée de connexions, c'est comme si plus ma pensée, plus mon être se propage, se déploie. Donc la voix, c'est ce moyen en fait de se relier. Mais au bout du compte, c'est peut-être en se reliant qu'on crée un chemin, une voie VOIE, et qu'on donne un chemin. Parce qu'avec la voix VOIX, l'objectif de la parole n'est rien d'autre que de mettre en action, de mettre en mouvement les autres. Alors ça peut être un mouvement immédiat, par exemple, si jamais je commence à faire une voix comme ça va créer une certaine émotion, un certain mouvement chez les personnes qui écoutent. Alors que si jamais j'ai cette voix-là, ça va créer un autre mouvement, dans l'instant T, quelque chose d'autre au niveau du corps. Donc ça, c'est l'émotion, ça vient de immovere, c'est le mouvement, c'est la même chose que le mouvement, c'est la même étymologie. Donc c'est ce qui nous met en mouvement. Ça, c'est une chose, dans l'instant T. Mais surtout, la voix, c'est un appel. On dit que c'est un appel, d'ailleurs, Lacan, le grand psychanalyste, c'est lui qui a un peu théorisé la pulsion de la voix, parce que Freud ne l'avait pas fait. Et il a dit que cette pulsion, en fait, c'était la pulsion invocante. Celle qui appelle, elle invoque. Donc on est tout le temps comme dans une pulsion d'invocation, en fait. On cherche à appeler les autres. Et ça commence par notre mère. Quand on est, tu vois, quand on sort et que... Alors on dit que le premier cri qu'on a, la première voix qui sort, c'est une voix, un cri pur. C'est un autre grand spécialiste psychanalyste qui parle de ça. Et donc il dit que c'est un cri pur et pas et tous les autres cris vont être des cris purs. Donc le premier serait comme le cri qui serait pur, le son pur, mais ensuite tous les autres sont des appels. Intéressant ce que tu dis. Et donc ouais, vas-y. Je veux te couper pour nos auditeurs. Toi, tu as un passif avec la voix, tu l'as travaillé, c'est pas quelque chose qui est venu naturellement, et tu sais le travailler de l'intérieur. Tu sais que il y a un lien entre l'intérieur de la personne, ce qu'elle est en termes de personnalité, et la voix qu'elle ressort. Parce que tu as appris à analyser tout ça, pour que les gens comprennent bien. Avec le passif que tu as, tu peux nous dire ce que tu nous dis, parce que là on est rentré dans le vif du sujet directement, tu parles de psychanalyse et tout, c'est pour recadrer un peu plus le sujet, de dire que tu as une vraie compétence là-dedans, et ça s'explique aussi par ton parcours. Je veux que juste tu nous en dises un tout petit mot avant de rentrer plus dans le vif du sujet pour que les gens, tu vois, qu'on pose le contexte. Et après qu'on rentre plus dans le détail. La voix, c'est ma vie. Souvent, je commence par ça parce que j'ai commencé à travailler cet instrument très très jeune, à 6 ans. Et puis, j'ai pas arrêté de le travailler jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai 33 ans. Mmh. Et donc, pendant tout ce temps-là, il y a eu à la fois un travail sur la voix chantée,
dès le démarrage, dès l'enfance. J'ai été au conservatoire, puis à Notre-Dame de Paris à la maîtrise pendant une dizaine d'années à faire l'équivalent d'un sport-études version musicale. Donc moitié du temps à l'école, moitié du temps dans cette école de musique. Et ensuite, je voulais devenir chanteur lyrique. C'était ça mon rêve. Mais sur le parcours, il y a eu comme une erreur d'aiguillage qui a transformé le destin et qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et cette erreur d'aiguillage, c'est justement une personnalité qui est venue me dire que je ne chantais pas dans la bonne voie, qui m'a fait changer de voix. Alors que toutes les personnes autour de moi, je travaillais avec une grande chef de chant qui était la chef de chant de Maria Callas, de Pavarotti, des plus grandes voix lyriques du XXe siècle, et qui était déjà très âgée, elle avait presque 90 ans, et elle, sans problème, pendant 3 ans, elle m'a jamais dit qu'il y avait une question sur ma voix, sur la tessiture, sur la place. Donc, mais elle m'a conseillé quelqu'un, et cette personne était assez incroyable au niveau technique. Il avait des élèves d'un niveau juste frappadingue. Et quand j'ai chanté devant lui en tant que ténor à l'époque, au bout de quelques phrases musicales, il m'a dit « Attends, on va refaire des vocalises. » Et sur ces vocalises, il m'a fait monter sur des notes que techniquement, les barytons ne peuvent pas avoir. Et donc lui, logiquement, il a dit, en fait, t'es pas baryton, t'es ténor. Et moi, ténor, c'est la voix royale, c'est ceux qui sont c'est les stars chez les hommes. D'accord. Donc j'avais presque 21 ans, il y avait un peu ce rêve de ok, en fait, ça y est, je me voyais en haut de l'affiche comme disait Aznavour. Et donc je plonge avec lui, je plonge dans cette question de ténor. Et puis il était tellement incontestable ce mec, notamment par la preuve sociale, tu vois. Parce que Janine Rice, qui m'avait dit, c'est la seule personne que j'ai jamais conseillée dans ma vie en technique, qui était donc cette sommité, elle me dit ça. Et ses élèves, à lui, je te dis, un niveau de dingue. Donc en fait, tout concourait, tout montrait que ce mec était à un niveau de dingue. Donc sa parole a été incontestable. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas dans la bonne voie. Mais cette parole et ce son intérieur, cette intuition que j'avais en moi, je l'ai pas écoutée. Et pendant 7 ans, je suis resté dans cette erreur, dans ce mauvais chemin, dans cette mauvaise voie. C'est pour ça aussi, il y a ce jeu de mots pour moi, qui est très fort. Et c'est le mur d'un jury, c'est-à-dire qu'une autre entité un peu, parce que tu sais, quand tu as un maître, surtout dans les métiers de l'art, les maîtres, c'est un peu des gourous presque, tu vois. Tu suis, il y a l'élève, il y a le maître, quoi, tu vois. Donc tu suis comme ça. Et en fait, c'est une sommité, un groupe de personnes, un jury, quoi, qui a une sorte de posture aussi d'être comme un maître à un moment T. Et 5 personnes de ce jury m'ont dit, on vous a trouvé génial quand j'ai passé mon diplôme, mais on a décidé de pas vous donner le diplôme parce que pour nous c'est clair, en fait, vous n'êtes pas ténor, vous êtes baryton. Donc cette expérience-là, ce moment T précis, a comme révélé une voix que j'avais en moi, l'intuition dont je te parlais, et que j'avais pas su en fait déployer. Et c'est à ce moment-là en fait que la racine de ce que je fais aujourd'hui est née complètement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la voix c'est pas simplement un instrument d'influence, et que c'est pas simplement un instrument avec lequel on va jouer, on va pouvoir travailler sur l'émotion, tu vois, parce que j'ai aussi été un acteur, et donc travailler plus sur la voix parlée. Et un chanteur en fait c'est un acteur. C'est la même chose. Mais donc, travailler sur comment je vais émouvoir les gens dans l'instant T, raconter une histoire, tu vois, tout ce que... Et puis la qualité vocale, de pouvoir bien chanter, pouvoir avoir un son qui est beau, avoir un son qui est harmonieux, qui est riche. Enfin, tu vois, tout ça, c'est une chose. Mais si jamais notre voix, celle-là, celle qui s'entend, n'est pas en lien avec notre voix en nous, intérieur, et quel que soit ce qui peut se passer, quelle que soit l'influence qu'on aura, à un moment donné, on va se retrouver face à un mur de l'absurde, le mur de l'absurde. Se dire, mais en fait, j'ai perdu mon temps, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pour quel but? Tu vois? Et donc, cet événement a créé ça. Donc, à la fois une libération vis-à-vis de mon professeur, où j'étais enfermé, tu vois, dans ce truc un peu gourouisé, où je le suivais, je m'écoutais pas. Et puis, aussi une libération dans le sens où, je peux m'écouter.
je peux me faire confiance, je peux faire confiance à cette voix à l'intérieur là. Et donc là, en fait, ça a ouvert la boîte de Pandore, parce que je me suis mis à m'écouter, mais trop m'écouter. Si bien que, tu sais, une fois que tu ouvres un peu les portes de la perception intérieure, tu reçois beaucoup de messages. Et ça peut être très dangereux. Parce que c'est comme un arbre. Si jamais l'arbre pousse trop vite, d'un coup, qui se rapproche trop du ciel, d'un coup, eh bien, s'il y a une tempête, il peut s'effondrer très facilement. Parce qu'il n'a pas de racines assez solides. Et c'est exactement ça qui s'est passé pour moi, tu vois. C'est une belle image. C'est le fait que j'avais pas assez de racines, j'étais pas assez dans la matière, pas assez dans quelque chose de concret. Tu vois. J'étais un rêveur, j'avais une grande partie féminine, très créative, très dans le rêve, dans l'intuition, non pas vis-à-vis de cette voix, mais dans le truc un peu pulsionnel presque de je suis un désir et je suis un peu tu vois, artiste. Voilà, artiste quoi. Et donc parce que j'avais ça et que d'un coup je me suis ouvert à cette chose intérieure, cette intuition, cette voix qui me donnait des informations, et ben là ça m'a fait décoller quoi. Et j'ai quitté la réalité partagée. Jusqu'à un état où en fait je pouvais plus vraiment partager avec les gens que je connaissais. Et ça a même foutu une merde incroyable autour de moi dans les gens qui étaient proches de moi. Donc j'ai quitté la femme que j'aimais. J'ai des amitiés qui se sont complètement cassées. Et bref, il y a eu tout un truc où en fait je me suis perdu. Je me suis perdu, mais dans quelque chose qui m'a perdu en tant que Dimitri, tu vois. En tant qu'incarné ici, maintenant, l'humain dont on parle, tu vois. Le fameux. Dimitri qui est là. Mais en même temps, j'ai trouvé quelque chose de très très puissant comme une foi, une confiance dans ce que j'ai vécu. Tu t'es trouvé toi aussi, je pense. Et ben en fait, c'est pas moi que j'ai trouvé, c'est assez étrange. C'est comme si j'avais trouvé quelque chose de plus que moi. Et au bout du compte, après, le travail, ça a été de revenir à moi, à Dimitri, à l'incarnation, à comment je m'ancre dans la terre, dans la matière, tu vois, et comment je vais planter, moi, des graines ici, sur cette terre, et pas juste des projets, des concepts, des idées, des rêves, des machins, tu vois. Mais pas juste être dans l'ésotérique, dans la question mentale, esprit, mais être vraiment dans la matière, la terre, tu vois, la chair. Incarnare, c'est vraiment, ça vient de là, c'est incarnation, ça vient de la chair, carnation. Et donc, ça a mis du temps, mais assez peu de temps, en fait, quand tu vois la chose, c'est que le trou a été 3 mois, où je me suis complètement perdu, puis après, il y a eu 3-4 mois où j'ai vraiment essayé de reprendre racine, et ensuite, j'ai fait un pas énorme. Je suis revenu vers la femme que j'avais quittée, parce que je l'aimais toujours, avec cette foi, cette confiance que je l'aimais, et que je savais pas où la vie allait me guider, mais que j'avais une certitude, c'était cet amour. Et donc je suis revenu vers elle sans savoir ce que j'allais faire de ma vie, et je l'ai demandé en mariage. C'est beau. On s'est pas mariés depuis. Bah alors, on s'est pas mariés encore. Mais on a créé plus que ça. On a créé un mariage devant la vie. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte au bout de 3 mois. On est devenus parents. Et tu vois, j'ai créé, voilà, il y a cette question de mettre des racines là. Quand t'as un enfant, quand t'as un enfant là, c'est sûr que ça met des racines. Et pendant le moment où elle était enceinte, moi j'ai cherché. Et j'ai cherché à trouver une voie, VOIE, dans laquelle je pourrais m'incarner et où je pourrais m'épanouir. Et au départ, il y avait quand même la peur, et un peu comme dans une contradiction vis-à-vis de tout ce passé d'artiste, parce que donc 25 ans d'expérience scénique, j'ai chanté 500 concerts, donc à la fois dans le classique, mais aussi le jazz. J'ai fait aussi beaucoup de théâtre pendant 7 ans, j'ai joué dans une 15aine de pièces,
centaines de représentations. J'ai fait du doublage, de la voix off où je faisais des accents russes comme ça. Tu vois, parce que je faisais le vieux, le méchant russe. Donc dans des films, des séries américaines, des trucs comme ça. Et donc il y avait ça, tout se passait là. Et en même temps, je me disais, mais je vais pas réussir à gagner ma vie avec ça. Bon, je donnais des cours à 50 € de l'heure. Mais j'en donnais pas assez pour pouvoir en vivre. Donc je me suis dit, allez, je vais m'ancrer dans quelque chose que je connaissais aussi, c'était l'immobilier. Et donc j'ai plongé dans chercher du travail dans l'immobilier. J'ai trouvé du boulot. Et en fait, à ce moment-là, au moment où on m'a dit yes, j'ai écouté ma voix intérieure qui disait, mais qu'est-ce que tu fous là, purée, mais c'est pas du tout pour toi. Une sorte de tristesse, rien qu'à l'idée d'aller vers ça. Et j'en ai parlé avec Caroline, donc ma chérie. Et elle me dit, non, vas-y, en fait, fais pas ça, tu vas être malheureux. Je continue à soutenir les choses, et toi, continue à chercher. Donc là, tu as la reconnaissance que j'ai envers elle, elle est énorme, parce que sans elle, sans la sécurité aussi qu'elle m'a donnée, et sans avoir été ce soutien pendant un bon moment, je ne serais pas à l'endroit où je suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain aussi. Je t'aime. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je vais chercher, je vais continuer à chercher. Et je tombe sur une femme qui s'appelle Laurence Harpy, et qui est coach, et qui fait, lors d'un salon, une conférence qui s'appelle, le titre c'était « Pourquoi vous allez réussir ?» Alors le salon n'a aucun intérêt pour moi, mais la conférence, là, je me suis dit « Waouh, ouais, je veux bien savoir pourquoi je vais réussir. » Donc j'y vais, et en fait l'énergie de Laurence, son passé, elle avait aussi été artiste, m'a touché. Et donc j'ai déboulé les escaliers, j'ai foncé après dans le backstage et je lui ai demandé, il faut qu'on parle là parce qu'il y a un truc qui résonne, peut-être que vous pouvez m'aider. On prend rendez-vous et en fait grâce à elle, elle me propose de travailler ensemble à un prix, c'était 3 000 € à l'époque et c'était une fortune pour moi, mais vraiment c'était toutes mes économies. Il y a un truc de la grâce, tu sais, 2 jours après notre appel, 3 000 € tombent sur mon compte. C'est pas une blague, tu vois, c'est vraiment un truc qui se passe comme ça. Ça m'est arrivé de quelque part. Ouais, c'est bien arrivé de quelque part, mais en fait, c'est le passé justement dans l'immobilier. J'avais fait de la chasse d'appartements pour mon frère, qui avait été un terrible client, parce que j'avais visité des dizaines et des dizaines d'appartements. Et donc, il m'avait donné de l'argent au démarrage, il m'avait donné de l'argent au moment de la signature. Et donc, au moment où en fait, il récupérait le bien, il me donnait le dernier tiers. Et donc c'était 9 000 € et les derniers 3 000 € tombaient 2 jours après. Et donc c'était vraiment concomitant, quoi. C'était le truc, le signe, quoi. Donc tu te dis, de la vie. Comme on dit, mais aujourd'hui, j'aimerais bien, les planètes s'alignent. Les étoiles s'alignent, ouais. Et donc je plonge avec Laurence, j'écoute mon intuition. Et ça a été une décision vraiment primordiale pour ce qui a suivi. Parce que grâce à notre travail, en fait, Laurence, ce qu'elle m'a permis, et c'est ce que permet un coach, souvent, c'est de faire comprendre que tout est là. Et c'est juste d'aider à ce que ce qui est là se révèle, d'une part, et qu'ensuite on en fasse une synthèse. Et qu'on arrive à trouver un chemin dans tout ça. Tu vois, un truc concret aussi, parce que c'est ça le coaching. Et l'idée ok, en fait, je rentre dans le faire. Le coach, normalement, on t'amène à faire. Et donc, il y avait à la fois mon passé d'artiste, ma connaissance de la voix, mes 25 années de formation et de concerts et tout ça, et en même temps, ce qui s'était passé. C'est cette année où je m'étais trompé de voix, VIE, VEX, et où j'ai compris que la voix, c'était pas que le son, mais c'était surtout le vecteur de l'identité, de l'être. Quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Exactement. Et donc, j'ai fait cette synthèse, cet accord entre, ok, je peux apporter des choses techniques, je peux apporter des connaissances, des compétences, un savoir-faire, mais qu'au final, il y a aussi une connaissance, une relation à soi, parce qu'en fait, tout ça n'est qu'une histoire de relation. Relation, c'est, comme je disais, c'est le pont, c'est le moyen le primitif et le plus important pour l'humanité de se déployer, de se mettre en relation, la voix.
Et donc il y a cette question de la relation avec les autres, mais surtout aussi de la relation avec soi. Quelle voix, quel son, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi je le dis? Pourquoi je défends ça? Pourquoi je veux me battre contre ça? Qu'est-ce qui résonne en moi? Cette voix que j'entends là, cette intuition, comment je peux l'écouter? Comment je peux faire plus confiance à ça? Comment je peux... Donc c'était de rentrer dans 3 types d'écoute. L'écoute intérieure, l'écoute de sa voix intérieure, ou même on pourrait dire de ses voix intérieures, parce qu'il n'y en a pas qu'une, sans rentrer dans une question schizophrénique. Hein. Donc ensuite, pour toute personne normale. Ensuite, il y a la question de l'écoute du son, de notre voix sonore, du son. Donc notre oreille, c'est par notre oreille qu'on a une voix. Si on n'était pas entendant, on n'aurait pas de voix. Et le seul exemple qui est un peu, tu sais, on dit, tu m'en avais déjà parlé, je crois. c'est Virginie Delalande que j'adore, qui est presque maintenant elle est dans mon cœur, elle est presque comme une amie, et qui a un livre d'ailleurs extraordinaire qui s'appelle Abandonner jamais. Et super livre, vraiment, qui a une histoire incroyable, donc, qui est sourde de naissance, et qui, parce qu'elle a pendant 20 ans eu 3 heures d'orthophonie par semaine, donc une oreille extérieure à elle, elle a appris à contrôler sa voix par d'autres mécanismes qui sont des mécanismes plus sensoriels, plus physiques. C'est-à-dire qu'elle n'entend jamais sa voix. Mais elle a une voix. C'est particulier. Formidable. Donc elle, c'est un peu l'exemple qui confirme la règle, comme on dit. Donc c'est parce qu'on a une oreille et qu'on a été entendant qu'on a une voix. Et c'est par notre oreille qu'on est capable de transformer notre voix. Et donc là, c'est comment on travaille sur cette écoute pour transformer le son et aller l'enrichir, tu vois. Et peut-être avoir une voix qui va être la voix qui va être juste au moment T. Parce que là, par exemple, je suis dans une voix peut-être intime, qui est vachement soufflée, qui est cette voix au creux de l'oreille. Mais si j'allonge encore plus... T'es trop fort. Tu vois, à ce moment-là, je rentre dans une voix qui est une voix séduisante. J'ai invité Dimitri, on l'a pris à son jeu. Hein. Moi, je suis un débutant à côté. Hein. Faut que vous compreniez. Donc, voilà, c'est comment je maîtrise cet instrument grâce à mes oreilles. Et après, enfin, l'oreille de l'autre. Parce que l'objectif de ma voix n'a aucun sens si tu n'es pas là. Si personne ne l'écoute, oui. Exactement. En effet. Donc, et elle n'a aucun sens si tu es là, mais que tu ne m'écoutes pas, ou que tu ne m'entends pas, ou que tu ne me comprends pas. Donc, il y a toute cette question de comment je fais pour que l'autre m'écoute, à la fois dans le son, mais aussi dans le fond, dans la façon presque, tu vois, fond, dans la rhétorique, dans la façon dont on va organiser les idées, et tout ça. Donc, c'est aussi travailler sur comment je vais influencer les autres par ma voix. Mais tout ça venant de l'intérieur et pas dans un sens extérieur. Même si parfois ça m'arrive en conférence devant, je sais pas, des grandes boîtes du CAC 40 de venir et d'aller devant les commerciaux, les managers, parler de comment on fait pour avoir une voix qui engendre de la confiance. Comment on fait pour avoir une voix qui engendre de la sympathie. Comment on fait pour avoir une voix qui engendre de la motivation, de l'énergie. Et donc, techniquement, vraiment, ça peut se travailler, ça. Et donc, là, c'est vraiment la question extérieure. Mais dans ma conférence, je vais pas jamais oublier la question intérieure et appeler à ce que ça vienne de l'intérieur. Et qu'au fond, même si je veux faire bouger quelqu'un, parce que très vite, il y a cette question, hein, la voix, c'est un outil aussi de manipulation. Bien sûr. Très donc, puissant. Influence ou manipulation. Et toute la question vient de l'intérieur, en fait. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu peux feindre beaucoup de choses avec la voix. Quelqu'un qui est dans une fausse voix, tu peux t'en rendre compte ou pas. Est-ce que ça... Tu vois, des fois, tu parles avec quelqu'un, tout simple, une discussion de comptoir, des plus basiques. Tu l'entends, tu sais pas si la personne dit la vérité ou pas, si elle enjolive ou pas, mais tu ressens les choses. Donc, il y a ce que tu entends, puis il y a ce que tu ressens aussi. Je pense que c'est intéressant de dire que tu peux, par la voix, impulser de l'énergie, motiver, etc. Mais peut-être qu'à l'intérieur de toi, cette personne-là, elle n'est pas alignée. Donc en fait, c'est une fausse énergie qui sort limite. Exactement. Ça, c'est super intéressant, je trouve. À détecter, c'est pas facile. Ouais. Alors, les gens qui sont très forts, en fait, la question, elle est dans la manipulation, le vrai mensonge, il est vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est comment ma croyance, mon idée, prend le pas
sur ce qui est, tu vois. Et Mm. donc, on peut s'auto-mentir, tu vois. C'est Bien le sûr, meilleur menteur, c'est c'est un celui toi-même. qui se ment à lui-même. Et le manipulateur, le vrai bon manipulateur, c'est celui qui a cette capacité-là. Donc, la question, pour moi, elle est dans la justesse. En fait, ce que je recherche, c'est presque un truc musical. Mhm. C'est d'aider les personnes à trouver leur justesse. Et de pouvoir vibrer, parce qu'on le sait maintenant, tout n'est que vibration, sur une fréquence qui est juste pour eux. Alors à la fois d'un point de vue sonore dans la matière, mais aussi d'un point de vue insonore dans ce qui n'est pas matière. C'est-à-dire que tu vois, la fréquence là, elle va t'atteindre Mhm. et cette vibration là, elle vient et elle rentre. Mais ma pensée là, elle aussi, elle a une fréquence. Et ben ma pensée, si jamais j'utilise pas le Tu pouvoir du l'extériorises. corps et de la voix, des cordes vocales pour créer le son, ben en fait, ce micro ne pourra pas l'apprendre, ma pensée. Mhm. Donc c'est une vibration qui est insonore. Mais cette vibration insonore, elle va venir se sonoriser dans la voix. Et on peut dire ça, c'est que la voix ne trompe pas quand les mots peuvent tromper. C'est hyper intéressant ça. Dans les discours des politiciens, j'adorerais avoir l'avis d'un professionnel comme toi et juste tendre une oreille attentive pour essayer de comprendre dans le timbre de voix, dans la profondeur de la voix, qu'est-ce qu'ils pensent réellement et qu'est-ce qui juste fabule totalement ou essaye de feindre pour des objectifs, pour atteindre des objectifs et manipuler, influencer. C'est super intéressant. Et Ok, ça s'entend. ça s'entend. Faites attention, Ouais. Dimitri entend tout. Alors, je pense Je pas rigole, entendre tout, pas mais tout, mais je pense que quand on est face à heureusement. quelqu'un comme ça qui a une vraie expertise, parce que tu as une réelle expertise solide, que tu nous as clairement démontré, il y a un moment donné où on se dit, il y a des gens qui sont pas alignés, ils nous sortent un baratin, on le sent tout de suite. Mais il y a des gens, c'est plus subtil, tu vois. Tu peux pas sentir tout de suite. Et c'est intéressant pour ce type de personnes-là, je trouve. Et après, tout un autre pan de personnes que tu peux aider, etc. Là, on était dans le côté un peu négatif d'analyser la voix, mais ça peut être aussi très positif. Bien sûr. Il y a un empowerment, tu vois. Bien sûr. La voix à quelqu'un, redonner sa voix à quelqu'un, lui redonner plus de voix ou lui laisser faire porter sa voix. Oui. Je trouve que c'est un sujet fabuleux, au sens propre comme au sens figuré Bien sûr. d'ailleurs. D'avoir le courage d'oser, de faire les choses, etc. C'est fabuleux. L'outil de la voix, c'est, comme tu le disais au début, c'est l'outil le plus puissant. Ouais. Bah, comment on peut lancer des guerres avec la voix, on peut déclarer discours. son amour, on peut, enfin voilà, ma fille est née de la voix. D'abord, d'une rencontre qui est passée par la voix. Et en fait, c'est ça la question, c'est que au fond, tout passe d'abord par la voix. Et après devient matière, devient action. Alors pour aller plus loin, on pourrait la voix intérieure peut-être même, parce que ce désir d'aller vers quelqu'un, tu as une femme, tu as quelqu'un en face de toi que tu désires, ou même tu es un entrepreneur et tu vois, t'as quelqu'un, tu sens, tu as nous, enfin il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, et donc ce désir qu'il peut y avoir de j'ai envie de partager, j'ai envie de me mettre en relation, il vient de quelque chose d'intérieur, et ensuite comment il va prendre chair dans la matière? Eh bien par la sonorisation de la voix, tu vois. C'est super intéressant. Franchement, j'aurais des milliers de questions à te poser, mais il faut que je te pose des questions encore plus profondes sur des sujets encore plus profonds que la voix. Sans transition, je vais te poser la question la plus profonde du podcast, qui définit un peu Time for Human. C'est si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu retiendrais de ton passage sur Terre? Qu'est-ce que tu laisserais derrière toi? Alors, tu as deux questions là. Il y en a deux. Qu'est-ce que je retiendrai? Là, c'est plus pour moi. Et qu'est-ce que j'aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aurais fait, ouais. Plutôt que retenir, parce que bon... Qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Ça, c'est ça? Ouais. Ou même... Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que je retiens de jusqu'à maintenant, peut-être? On va commencer par ça. Tout est parfait. Il y a quelque chose de parfait dans l'instant, quand on sait le saisir. Parfait, ça veut dire qu'il s'accomplit. Je pense pas à l'idée de perfection et d'idéal. Parce qu'en fait, souvent, on fait la distinction, je trouve, veut dire le mot parfait est devenu idéal. Or, parfait dans l'étymologie, ça veut dire faire jusqu'au bout.
Chaque seconde s'accomplit jusqu'au bout. On pourrait dire que à la fin d'une journée, on a parfait cette journée. Tu vois, on l'a faite jusqu'au bout. Et à la fin de notre vie, on aura parfait notre vie. Et la seule question, c'est que tout est parfait, il y a une harmonie qui est là. Elle est déjà là. C'est simplement nous, on a souvent tendance à, par peur, dans un idée de carcan aussi d'idées en fait, d'idées de ce que je devrais, ce qu'il faudrait, tu vois, au lieu d'être dans ce qui est. Donc c'est l'idée qui tue le réel de l'instant, tu vois. Et donc dans cette projection, parfois on se trompe de voie, vraiment, comme je l'ai fait. Et on rentre dans une dissonance, un truc qui dysfonctionne. Et d'ailleurs, c'est l'harmonie, c'est l'accord entre les choses, qui va créer par cet accord entre les notes, donc par exemple do, mi, sol. Je sais pas d'ailleurs si j'ai fait do, mi, sol là, mais l'accord entre plusieurs notes va créer quelque chose de supplémentaire. Et qui va en fait être au-delà de une note seule. C'est-à-dire qu'ensemble, les notes vont créer quelque chose de plus fort. Et ça, c'est beau aussi dans la question des rencontres. Bon, sans faire trop de diversion. Recentrons-nous sur la question, qui était très profonde. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une dissonance qu'on peut vivre. Cette dissonance, elle peut se vivre même à deux, elle peut se vivre dans des relations. Et donc, ce que je retiens aujourd'hui, c'est cet appel en moi à être davantage dans cette écoute, dans cette relation à moi, et dans cette relation aux autres, pour entrer dans cette harmonie qui peut être là, qui est comme atteignable à chaque instant, là, disponible, tu vois. Mm-hmm. Et de sortir de la peur, sortir de cette distance qu'il peut y avoir entre moi et l'autre, qui va faire que en fait l'autre est d'un danger, tu vois. Je peux avoir peur de l'autre, je vais rentrer dans une compétition parce que je cherche à avoir une place et que j'ai pas envie que l'autre me prenne ma place. Et du coup l'autre peut, tu vois, tu te dis non mais en fait il prend ma place. Or en fait non, personne prend ta place. Chacun a sa place. C'est comme chaque note. Toi, on est chacun une note dans cette matière, dans cette vie, symphonie, dans cette symphonie du monde. Et d'ailleurs quand on regarde des feuilles, elles sont toutes uniques. Alors, on pourrait pas dire, même si ce sont les mêmes feuilles d'un chêne, bah non, elles ont toutes quelque chose d'unique. Même si c'est voilà, même race ou la même espèce. Et donc, c'est de se rendre compte qu'on a tous quelque chose d'unique. Et que c'est d'aller chercher et d'oser exprimer cette unicité qui n'est pas obligatoirement dans une confrontation à l'autre, dans une opposition. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui se créent par opposition. Mais qui est plus dans... En fait, j'ai pas plus besoin de m'opposer. J'ai envie plutôt, non pas de m'opposer, mais de me confronter, de coopérer, de co-construire, de me mettre en relation, pas d'opposition, mais d'attachement, symbiose limite. De symbiose, de m'accoler, tu vois. Et donc, ce que je retiens de ma vie, c'est, pour l'instant, c'est, j'en suis pas encore à cette capacité à vivre cette harmonie. D'accord. C'est toujours dans la recherche, tu vois, de l'harmonie. Et qu'il y a toujours comme une danse, comme je m'accorde, tu vois. Donc peut-être que c'est aussi ça la vie. Peut-être qu'au final, c'est peut-être ça notre travail. C'est de toujours essayer de s'accorder et que ça change et que, ah tiens, là j'ai envie de jouer ça, et puis j'ai envie de jouer ci, et puis on est vraiment des êtres vivants et mouvants. Tout bouge. Donc ce que je retiens de ma vie, c'est ça. C'est comment rentrer dans cette écoute plus importante de ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est à l'extérieur de nous. Parce que c'est dans cette écoute que je vais trouver, non pas simplement ma place, parce qu'en fait, la question de trouver sa place, il y a quelque chose d'absurde pour moi. On est à sa place, il n'y a pas besoin de trouver quoi que ce soit. Ouais, mais je trouvais un moyen de créer et de devenir créateur, comme tiens, voilà les notes des gammes, ok, et voilà une gamme en do majeur ou en la mineur, et donc il y a une sorte de cadre, tu vois, par les gammes, qui va être différente, qui va créer une coloration différente. Donc j'ai cette gamme, et avec cette gamme, j'ai 12 notes en plus dans toute la musique occidentale, et avec tout ça, je peux créer, je peux faire un monde, je peux
être Mozart, je peux être, Joule. tu vois, qui ça? Joule. Joule, tu vois, tu peux faire tout, quoi. Et donc, c'est comment moi, je deviens non pas, je trouve ma place. Non, t'as ta place. Et c'est avec ce qui est maintenant, je crée. Et je crée, et je transforme, et je crée une place. Et j'étoffe ma place. Je la nourris, parce qu'en fait, tout ce qui est passé est toujours là. Et c'est une phrase aussi que je dis souvent. Ça, c'est peut-être un truc de conscience de ce que la vie m'a donné aujourd'hui. C'est que, au fond, si je disparais, je ne disparais pas. Je ne disparaîtrai jamais. Et toi non plus. Et chaque chose qui est ne disparaîtra jamais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier, on a tous appris ça à l'école. Hein. Et c'est cette idée-là. C'est qu'en fait, ici, tous les morts et tout ce qui a été est vivant dans nous. Alors nous et puis le reste de la matière. C'est-à-dire qu'il y a une part émergée de l'iceberg. Il y a ce qu'on voit, tu vois. Il y a Mozart, il y a Gainsbourg dans les musiciens, il y a Bernstein. Kandinsky, il y a, je sais pas, Bernstein, il y a aussi, là en ce moment, Basquiat, il y a Warhol, les grands, ou je sais pas, même des entrepreneurs, tu vois, des grands entrepreneurs, ou même Einstein, j'en sais rien, tout ça, ceux qu'on connaît et qui restent au-dessus. Dans l'inconscient collectif aussi. Ils sont non seulement dans l'inconscient, mais ils sont dans le conscient. Ouais, ils sont dans la partie consciente. Ils sont encore là, même s'ils sont décédés. Et les autres aussi sont encore là, sauf que eux, ils sont là de façon inconsciente. Parce que chaque action, chaque chose qu'on fait va transformer le futur. Chaque appel qu'on fait par la voix va transformer la matière. C'est ça le pouvoir de la voix, et c'est ça le pouvoir de nos actions. C'est qu'en fait, elles n'ont pas une influence juste maintenant, mais ils ont une influence pour l'éternité. Et donc, je veux pas dire que, attention, il faut maintenant être attentif et chaque action la mesurer. C'est pas ça, c'est que peut-être réussir à faire des actions inspirées, des actions qui nous ressemblent, des actions qui sont en lien avec nous et avec les autres, des actions qui sont créatrices de liens, de tissage, et non pas des actions qui sont créatrices de coupures, d'éloignement, tu vois, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a des voix en nous qui peuvent être des voix qui nous détruisent, qui vont dire mais en fait t'es nul, mais en fait t'es pas capable, mais t'es pas légitime de faire ça. Moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui peuvent avoir ces voix-là, et c'est comment détruire ces voix-là et retrouver l'harmonie et puis la confiance, parce qu'en fait l'harmonie mène à la confiance. Enfin moi c'est un peu ça l'idée, c'est que vas-y. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le temps long tu dis quelque chose, tu le fais, ça devient réalité, ça vit pendant son temps où tu es en vie, et après ça peut perdurer après ta mort. C'est fou à quel point, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais on est gouverné par les morts. Les gens qui ont été très puissants, qui ont mis en place des choses en politique, dans la société, qui ont écrit des bouquins, qui ont fait littéralement la manière de penser de générations entières, nous gouvernent en fait, d'une certaine manière, alors qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire que le temps qu'on vit, ça nous amène en transition sur le temps, ma prochaine question d'ailleurs, n'est pas forcément le temps présent. On peut vivre avec les impulsions des gens qui ont vécu avant et qui nous ont impulsé une certaine manière de voir la vie, de ressentir, de comprendre la réalité, le vivant, les gens, etc. C'est super intéressant. Et la voix, c'est l'outil qui permet de faire ça de manière limite intemporelle, je dirais. Parce qu'une voix qui porte une Simone Veil, sa voix, elle portera pendant encore 100 ans. Parce que elle a libéré la femme. Et on la reconnaîtra tous pour ça. Ce sera, pour 100 ans encore, c'est sûr. Et c'est fou à quel point quand tu conscientises, tu comprends le poids que ça a, en fait, parmi tous, en fait, parmi le commun, tous les gens, les gens qui ont vécu une certaine époque transgénérationnelle, ça traverse, en fait. C'est hyper puissant. Et ça amène donc à la question du temps. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais c'est pas grave. Comment... J'ai compris que tu étais habité par la voix. Pour toi, la voix, c'est pas simplement un outil. C'est ta vie, c'est ta voix, le chemin. Comment est-ce que tu... Je t'ai déjà posé la question, mais comment formuler? Qu'est-ce que le temps pour toi? Et comment tu l'utilises? Tu m'as dit tout à l'heure en off, je l'habite. Voilà, il y a cette question, l'utiliser... un peu productif, tu sais,
Est-ce que tu es productif avec ton temps? Alors, il y a une autre croyance que j'ai, je disais que tout est parfait, tu vois. Et alors, dans cette phrase que je disais tout est parfait, parce qu'il peut y avoir une opposition très, très, très nette, on se dit mais non, tout n'est pas parfait, regarde tous les problèmes, regarde. Enfin, il y a les guerres, il y a les gens qui font n'importe quoi, qui font de la souffrance, ça. Mais l'idée c'est que tout est parfait et en même temps, dans l'instant T c'est parfait. Mais en même temps c'est perfectible dans le temps. Et c'est cette question du temps, c'est la question de la conscience en fait. C'est au final, on pourrait réduire l'histoire de la vie, peut-être, à cette question de la conscience qui prend chair et qui devient de plus en plus, en fait, qui s'incarne dans des êtres. Et que ces êtres sont en capacité d'avoir plus conscience. Alors après, on peut, vis-à-vis de ça, avoir l'idée que, par exemple, nos ancêtres étaient plus conscients du vent, ils faisaient ça, plus conscients de choses, tu vois, plus conscients de leur corps, des sensations, ok, certes, mais ils n'avaient pas peut-être la même conscience globalisée, partagée d'un tout. C'est-à-dire que ils étaient dans un monde, et les gens qui arrivaient d'un autre, je sais pas, il y avait des clans, quand il y avait d'autres personnes, c'est comme si c'était un autre monde qui arrivait. C'est comme si c'était des extraterrestres qui arrivaient. D'ailleurs, tu vois, c'est cette idée de Christophe Colomb, de tous les colons, quoi, qui viennent et qui sont des extraterrestres. Et en fait, se rendre compte que, bah non, en fait, peut-être qu'il y a la question des extraterrestres, on peut se la poser. Là, on va pas se la poser. Mais c'est cette idée que, au fond, notre conscience de, on est un tout. On est un. Et ça rentre dans beaucoup plus concrètement. La conscience de l'univers, la conscience de la matière, de comment ça s'est créé, tout ça, en fait, quand même, se développe. Tu connais la résonance de Schumann? Non. C'est la fréquence vibratoire de la Terre. Oui, si. Pour dire on est un. Oui, même elle, tu vois, la vibration est là, fréquence très grave, très profonde. Et donc cette idée de la conscience. Donc le temps, en fait, pour moi, c'est comment la vie va m'amener à vivre des choses dans l'instant présent pour transformer le futur, l'avenir, et qu'en même temps, quand on disait, c'est vraiment le rebond par rapport à ce qu'on disait avant. C'est-à-dire que j'ai dans mes programmes, j'avais un programme qui s'appelle La Voie de la Confiance. C'est le programme que j'ai le plus vendu, le plus fait, et qui a eu c'est un truc où c'est un travail intérieur avec des outils extérieurs. Donc c'est à la fois on passe par le corps pour aller à cette recherche de plus de relations, de connexions, et de cette dans la création, parce que c'est un peu built in public, tu crées un truc et puis ça bouge. Et dans la création du truc, il y a 2 séances qui ont émergé sur la question du temps. Et je les ai retirées du programme pour en faire un autre programme qui est unique, tout petit, de 2 séances, qui s'appelle La Voie de l'harmonie. Et donc pour moi, en fait, le temps, c'est comment, pour être dans l'instant présent, et non pas esclave de l'instant présent sans projection, mais être vraiment dans l'instant présent. Dans l'instant présent, il y a à la fois le passé et il y a le futur. Projeté. Parce que le futur, c'est peut-être pas celui qui va se passer. Tout à fait. Mais c'est l'idée ou le projet qu'on a, l'idéal à l'instant T. Donc, pour pouvoir être vraiment dans l'instant présent, il faut être en paix avec son passé. Si on n'est pas en paix avec son passé, il y a un truc qui dysfonctionne. On cloche parce que c'est comme si une part de nous, parce que nous sommes la conséquence, comme tu dis, du passé, et non seulement notre passé, mais aussi après au-delà. Donc, on pourrait avoir moi, la séance que je fais, c'est un dialogue. Je fais dialoguer les gens, comme là, il y a 2 chaises, et il y a une partie où il y a une chaise vide, il y a une partie où la personne est. Il y a une partie, c'est le présent, une partie, c'est le passé. Elle parle à soi-même du passé. Et elle vient, donc, le présent, c'est celui qui sent, c'est celui qui vit, c'est celui qui fait, c'est celui qui a les émotions. Mais il peut pas parler au passé, le présent. Et le passé, c'est celui qui porte tout ce qui a été. Et donc, il y a une confrontation, un dialogue. Je crée ce cadre pour qu'il y ait cette confrontation entre moi et mon passé. Et dans ce dialogue, dans cette voix qui va se partager, ce qui est fou, c'est incroyable. Parce que c'est tout bête comme exercice. Alors, il m'est venu intuitivement, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font ça, tu vois, moi,
Et d'ailleurs, les gens qui viennent, il y a parfois des coachs qui viennent me voir. Je leur dis, mais prends-le, enfin, tu vois, utilise-le. Moi, mon objectif, je ne crois pas que j'ai de concurrents, tu vois. Partage. C'est que ce que je transmets, c'est pas, c'est à moi, ça c'est l'ancien monde, c'est le monde des bonne peureux. Philosophie. C'est pas ça, moi, mon idée. C'est, en fait, t'as pas besoin, moi, je me renouvelle. Et c'est ce truc-là, il s'est créé, et puis après, les gens viennent me chercher moi. Et peut-être qu'ils vont être touchés par quelqu'un d'autre, et ça va pas être moi. Et c'est mieux que l'action se fasse plutôt que ça soit moi qui la fasse. Et là, c'est l'ego qui parle, la peur, l'identité qui a besoin d'exister. Donc, aparté, mais importante. Donc, il y a ce dialogue. Et en fait, les gens passent d'un côté et d'un autre. C'est presque une hypnose en réel. Parce qu'ils se rendent compte, ils sont là, mais je passe de l'autre côté, d'un coup, je sens et la voix change. Je me sens en passé et la voix change. Je me sens en présent, la voix change. Et donc, on rentre dans ce dialogue, et à partir du moment où on rentre dans cette harmonie, cette acceptation de ce qui a été, il y a un truc magique. Et la dernière personne qui a fait la séance, c'était vendredi, là. Elle, pendant l'exercice, quand elle arrivait au présent, elle était là. Mais c'est dingue ce truc, c'est fou ce petit jeu, quoi. C'est genre, et un peu comme ça, elle disait, tu sais, c'est un peu comme les phrases ou les textes où t'as des phrases à la suite, tu lis à l'endroit, c'est que négatif, c'est que négatif, c'est que négatif. Et puis là, tu lis à l'envers, tu commences par la dernière phrase, tu remontes, et puis tout est positif. Et je me dis, mais en fait, c'est comme si ça faisait ça, là. Oh, je me sens tellement bien, je me sens apaisé, je me sens en harmonie. Et là, tu dis, ça y est. En fait, si t'as ça, maintenant, tu peux agir. Il y a une phrase de Otto von Bismarck, je sais pas si j'ai réussi à la sortir. Celui qui ne sait pas où il est, celui qui ne sait pas d'où il vient, ne peut pas savoir où il est. Parce que, alors là, c'est pas ce qu'il dit, mais attends. L'idée est là. Je crois que j'ai compris ce que tu veux nous transmettre. C'est qu'en fait, si tu sais pas d'où tu viens, alors encore plus loin, c'est si tu n'acceptes pas d'où tu viens, tu ne peux pas être. Parce que ce qui est du passé. Et créé par l'expérience passée. Donc moi, la gratitude, ça aussi c'est un sentiment qui est merveilleux à développer et que j'essaie de plus en plus de développer. Tu vois. La gratitude envers tout ce qui a été. Envers tous les êtres qui ont agi, qui ont créé pour que moi, tel que je suis maintenant, je puisse être. Et non seulement ma famille, mais au-delà de ma famille, tu vois. Et puis en fait, si tu remontes, bon, tu peux remercier tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, mais après, et puis peut-être que nous, on se retrouve dans les ceux qui avaient, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont fait que c'est ça qui est dingue, c'est qu'une pyramide en fait, hein. C'est incroyable ce truc quand tu y réfléchis. C'est que ça se multiplie, c'est qu'il faut une quantité de personnes de dingue pour arriver à une. C'est genre, boum, tu hallucines, ça c'est vraiment quand tu fais l'exercice et que tu commences l'arbre généalogique, et que tu te dis mais en fait là c'est juste une partie, mais si je continue à monter c'est exponentiel. T'es là mais combien de personnes il a fallu pour que moi j'arrive? Combien de rencontres? Et là tu peux juste te dire mais waouh, incroyable la vie, génial la vie, merveilleux ce passé. Merci. Et la gratitude. Donc ça, c'est le premier travail vis-à-vis du passé. Et ensuite, donc, parce que vis-à-vis de ce passé, il y a souvent un poids, c'est la culpabilité. Donc ce travail-là, en fait, il coupe la culpabilité. C'est comme te dire, tu es parfait tel que tu es. Tout ce que tu as vécu, c'était parfait. Tu ne pouvais pas vivre autrement. Et certes, c'était perfectible. Et certes, ça peut l'être. Tu peux le transformer en quelque chose de mieux maintenant que tu l'as vécu. Mais souvent, on a cette phrase, j'aurais dû, j'aurais pu. Mais bullshit. N'importe quoi. Non, t'aurais pas pu. Je suis exactement dans cette démarche-là. Ouais. Et tu sais, j'allais passer à la transition et ça m'a fait penser à la question des regrets. Est-ce que t'es de ceux qui, en ayant vécu tes 33 années de vie, regrettent des choses? Ou est-ce que, justement, tu dis, ça a été parfait, tout a été parfait, j'ai fait des choses bien, mal, à des moments j'ai fait des choix, etc. Et c'est comme ça en fait. Et tu acceptes le tout. Comment est-ce que tu vis la chose toi, avec tes sentiments, avec ton ressenti à toi, en dehors de la réflexion philosophique, si je puis dire? Alors clairement, si je suis dans la sensation, je vais dire, je regrette rien, tu vois. Il n'y a absolument rien que je regrette. Mais
parallèlement, aujourd'hui, je réintègre le regret. Et je le réintègre d'une meilleure façon. C'est-à-dire que c'est pas un regret qui est culpabilisant. Tu vois. Ok. C'est pas un regret dans le sens... c'est un regret qui est actif. C'est un regret qui construit. C'est un regret créateur. C'est pas un regret qui est un poids. C'est... purée, si j'avais fait ça, là, je pourrais vivre ça, c'est dingue. Et donc peut-être que je pourrais aider ces personnes-là, tu vois. Parce qu'en fait, la démarche d'un coach, c'est souvent ça. Hein. C'est que toi, il y a un truc que tu as vécu, tu avais un rêve, et tu l'as pas vécu. D'accord. Ou pas encore. Ou pas de cette façon-là. Tu regrettes pas tellement les actions en elles-mêmes, tu regrettes les actions que tu n'as pas faites. Oui, ou même l'expectative que tu aurais pu accomplir des choses. Tu vois, en fait, c'est-à-dire que je peux à la fois regretter la souffrance que j'ai provoquée, oui. Tu vois, et en même temps me dire que avoir cette question, mais je me sens pas coupable parce que je sais comme un enfant, comme si c'est mon passé, c'est comme mon enfant d'aujourd'hui, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, c'est ça qui Bien est sûr, fort. il a grandi, ouais. Voilà, c'est que t'as grandi et donc tu le regardes en disant mais voilà en fait, il pouvait pas faire autrement, donc pourquoi je vais pas lui jeter la pierre, tu vois, je vais pas être là, le rendre coupable, regarde ce que t'as fait, t'étais qu'une merde. Mais de dire, en fait, c'est par cette erreur, c'est par ce truc qui te fait mal, où tu dis, putain, j'ai fait de la merde, j'ai pas bien agi. Et c'est là aussi que ça provoque le fait que tu dis, je suis désolé. Je te demande pardon. Si jamais tu dis que tout est parfait, tu peux aussi avoir le truc où, non, en fait, pourquoi je devrais dire je suis désolé? Pourquoi je devrais dire je te demande pardon? Ben non, tout est parfait. Écoute, chacun son délire. Toi, tu souffres, machin, mais c'est pour ton bien. Tiens, tu peux avoir cette attitude. Moi, je crois pas. C'est l'idée qu'on est à la fois, tu vois, on peut à la fois regretter pour nous des actions qu'on a fait envers nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres, parce que la souffrance qu'on engendre. Ben, j'espère que l'âme de Hitler regrette. Tu vois. Et qu'à travers ce qu'elle a fait, elle a fait grandir, enfin, tu vois, Hitler, la figure de ce qu'il est, il a fait grandir énormément de gens. Hein. Parce que par opposition, parce que t'as des modèles, t'as des contre-modèles. Ben, lui, c'est genre tellement aussi le modèle, le contre-modèle de dingue, qu'il a tellement fait grandir de personnes en opposition à lui, elle se dit, mais attends, mais c'est pas du tout ça que je veux. Et c'est ça le regret, en fait. Mais vis-à-vis de soi. Mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux être. C'est pas du tout ce type-là que je veux être. Et pas que je suis, j'aurais pas dû être. Non, ça c'est fini. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit le plus vite. C'est quand on se rend compte soi-même de ce qu'on ne veut pas être. Moi, les moments où j'ai le plus grandi dans ma vie, par étapes, ça a été les moments où, paradoxalement, il y a eu un temps où je faisais quelque chose que j'avais pas envie de faire. Je me suis dit, jamais plus je le referai. Et paf, tu pars dans une autre direction. Où tu fais un truc qui te fait mal. Donc tu dis, jamais plus j'agirai de la sorte. Du coup, tu pars à l'opposé. C'est comme ça que tu apprends à être toi. C'est par l'opposé, en fait. C'est super intéressant comme réflexion. Mais c'est exactement ça. Ce que tu portes. En fait, mais là, parce qu'il y a un regret. Mais soit ce regret peut être culpabilisant avec la non-acceptation de l'être que j'étais. Et ça, en fait, c'est dans la relation dont j'ai pas parlé, mais la relation avec son idéal projeté, ou l'autorité en nous, où en psychanalyse on parle du grand autre, où on peut parler du surmoi aussi. Donc cette entité en nous qui est le gendarme, qui est en fait cet adulte qu'on a intégré, ou Dieu qu'on a intégré, ou un esprit, ou les gens qui sont au-dessus, tu vois, n'importe, mais qui est au-dessus de nous. Une et donc autorité, nous, une forme on d'autorité. est dans un truc où, comme ça. Et bien nous, notre idéal de nous, c'est un peu ça aussi. Ça peut être un poids énorme, parce que à ce moment-là, il y a une mauvaise relation, et là c'est la deuxième séance que je fais, dont l'objectif, c'est d'aller rentrer dans une relation de coopération avec son idéal, de sortir de l'exigence. Ce mot, tu sais, c'est un mot à la mode dans les trucs professionnels. Oui, nous sommes exigeants. Mais c'est de la merde, l'exigence. C'est du non-respect, l'exigence. Est-ce que tu respectes quelqu'un si tu exiges de lui? Exiger, c'est un mot qui a beaucoup de poids, de force, je trouve. Quand tu dis j'exige. Bah voilà, t'exiges. Très... Est-ce que t'attends ma réponse? Est-ce que c'est un ordre, quoi. C'est descendant. C'est un ordre. Top down. Donc il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que c'est moi qui décide et toi tu fermes ta gueule. Ça c'est l'exigence, tu vois. Tu vois. Tu m'as mis un coup de pression. Voilà. Là, je peux le faire. Donc et donc l'exigence, c'est en fait je ne te respecte pas. Je m'en fiche de ta voix. Je m'en fiche de ce que tu as à dire. Tu la fermes.
justement. Tu fermes Ouais, ta c'est voix. ça. Et donc, si jamais toi, t'es comme ça vis-à-vis de toi, et que t'as de l'exigence envers toi-même, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un super moteur, mais comment faire autrement? Et ça, tu sais, dans la motivation, il y a 2 types de motivation. Il y a la motivation qu'on appelle extrinsèque, et il y a la motivation qu'on appelle intrinsèque. Donc, celle qui est extrinsèque, c'est celle qui vient de l'extérieur, et donc ça va être le bâton ou la carotte. Donc, si tu fais pas ça, tu vas te prendre une grosse claque dans la gueule. Donc évidemment, je te fais peur, donc ça va te motiver. Donc ton avis, je m'en fiche. Tu le fais, sinon tu prends cette tarte. Ok. Si tu fais ça, tu auras un petit bonbon. Des bonbons. Voilà. Donc là, t'es gentil. Mais moi aussi, hein, je l'utilise de temps en C'est temps avec ma intéressant. fille. Hein. J'essaie de ne pas le faire le moins possible. Mais je le fais aussi de temps en temps. C'est comme si il y a un C'est truc. quoi la forme de motivation, toi, qui te pousse le plus? Et C'est donc l'extrinsèque ou ça c'est serait l'intrinsèque? extrinsèque. Et en fait, ça vient de l'extérieur. Mais la motivation la plus belle, c'est la motivation intrinsèque. Et là, c'est celle qui vient du désir. Du désir d'être, du désir de faire, du désir de transmettre, du désir de donner. Donc quand tu parles, là quand je parle, tu vois ma voix, comment elle est. Elle est dans cette chose où elle monte. Elle est dans un désir, elle manifeste. Tu vois, un désir. Et depuis tout à l'heure, je réfléchis pas à ma voix. Parce que dans l'instant T, je veux dire, tout mon travail, il vient s'exprimer. Tout mon professionnalisme, ma technicité, c'est comme ça qu'un artiste, tu vois, le moment T, quand il peint, il va pas être là, tous les cours, application, non, il est dans l'intuition, dans l'instinct, dans la pulsion, tu vois, donc dans la relation, c'est le vivant qui vient. Donc là, mais on sent bien, et je sais qu'on sent mon désir, qu'on sent ce truc qui est là, qui est vibrant. On le sent, je confirme. Ils le sentent tous. Dites-nous si vous le sentez. Vous le sentez? Je le sens fort. Excuse-moi, il fallait que je le dise. Et donc, c'est aller chercher qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui me met en mouvement, moi, et pas qu'est-ce qui, à l'extérieur, me met en mouvement. Et donc, à ce moment-là, en sortant de l'exigence vis-à-vis de soi-même, tu peux aller dans la réalité de la relation. Et dans la réalité de la relation, il y a le désir, il y a l'envie, il y a l'idéal, il y a tout ça qui est là. En fait, si je résume ce que tu viens de dire, de mon point de vue, Vas-y. en substance, avec l'explication de intrinsèque et extrinsèque, si tu es aligné avec toi-même et que tu sais ce que tu désires, ce pourquoi tu te lèves le matin, tu as une motivation qui doit être 1000 fois plus puissante qu'une motivation qui serait extrinsèque, qui viendrait de l'extérieur, s'appliquer sur toi en fait. C'est ça que je comprends. Et moi, je pense aussi la même chose. C'est ce qui me met en mouvement le plus, qui m'énergise le plus, c'est ce que je désire. Bien Pas sûr. ce qui me fait peur, au final. Bien sûr. Ce qui me fait peur, Mais je m'en même, protège. tu Mais peux- ce qui m'excite, ce qui porte mon désir, j'y vais à fond, je cours, je vole. Voilà. Mais après, ça Je peut être un porte. bonbon, tu vois, le désir. Ça peut aussi. Mais parce que c'est ça la question, c'est est-ce que c'est juste un truc extérieur, c'est un bonbon extérieur, ou alors c'est un bonbon intérieur, tu vois. Question. Et c'est ça le truc, c'est que est-ce que c'est un petit joujou, est-ce que c'est un truc en fait dont je pourrais me passer, mais j'ai ma pulsion, j'ai mon truc, je suis un peu comme ça quoi, qui vient, quel que soit là, tu vois, ça peut être désirer quelqu'un. Est-ce que c'est un désir profond, ou alors c'est un désir Passager. un peu passager ou presque un peu comme ça pulsionnel, ou est-ce que j'ai envie de manger du chocolat, est-ce que c'est pulsionnel, ou est-ce que c'est j'ai envie de sentir ça vraiment. Enfin, il peut y avoir ça vis-à-vis de plein de choses qui sont concrètes, mais c'est comment en fait je me rends compte de c'est un vrai désir ou c'est un truc projeté, ou c'est un truc qui est un peu inutile mais où je me dis ah ce serait cool quand même d'avoir ça, tu vois. Faut avoir un certain niveau de détachement pour faire la différence entre niveau de désir, juste prendre du recul et se dire mais est-ce que je ressens ça ou est-ce que je suis manipulé de l'extérieur? On parlait de l'influence et de la manipulation au début. À l'ère du marketing, à l'ère de tout ça où nos désirs sont très influencés et manipulés. Pas facile de s'écouter la voix de l'intérieur et de comprendre en fait d'où ça vient pour de vrai. Tout à l'heure, moi j'étais au téléphone avec quelqu'un avec qui j'avais jamais parlé, qui venait de LinkedIn d'ailleurs, et je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, pour te présenter, je lui ai dit pourquoi tu fais ce que tu fais. Je m'en fiche du comment, juste dis-moi pourquoi. Et en répondant à cette question, in fine, je sais qui tu es, parce que j'ai compris ton énergie. Et ça rejoint ce que tu venais de dire avant sur la motivation d'une personne à faire ce qu'elle fait en fait. C'est son énergie vitale, c'est son énergie de vie en fait. Exactement. Et c'est là, pour moi, c'est la question essentielle. C'est la question qui te porte, c'est la vraie question.
Quelqu'un qui a déjà répondu à cette question ou qui est en train de travailler à répondre à cette question, on le voit. Quelqu'un qui n'a pas répondu à la question, on le voit aussi. Ouais. Et c'est super intéressant. Ça rejoint ce que je disais. On peut y réfléchir, c'est vrai. On peut y réfléchir, ouais. C'est vrai que c'est ça, c'est le pourquoi. Alors, ce qui me vient naturellement, c'est que j'ai souvent tendance à dire un truc, c'est que comment est plus puissant que pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire qu'en fait, la matérialisation des choses, c'est ça qui reste. Et au bout du compte, tu peux avoir un pourquoi merdique. Désolé pour ceux qui en ont. Et au bout du compte, réussir à le mettre tellement bien en valeur qu'il va avoir une influence énorme. C'est vrai. Et tu peux avoir un pourquoi, mais magnifique, sublime, tu vois, lumineux, génial, porteur de vie. En fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est porteur de vie ou pas? Porteur de vie. Et au final, il se passe rien. Que dalle. Donc, moi, mon chemin, ça a été toute une partie de ma vie de maîtriser le comment. Vraiment, super bien. Et de réussir avec ce comment. Sauf que, comme j'étais pas à l'écoute du pourquoi, et que j'ai écouté quelqu'un me guider vers un pourquoi qui était pas le bon, eh bien, en fait, à un moment, il y a eu une confrontation. Et cette confrontation, je pense qu'elle peut arriver. Mais elle peut aussi ne pas arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je pense qu'ils peuvent être dans la mauvaise voie toute leur vie jusqu'au jour de leur mort, quoi. Et même mourir avec ça. Terrible, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont raté le chemin. Sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Et ils ont tracé un chemin qui, en fait, était un chemin, au bout du compte, de division, de destruction, de peur, de désir d'accaparation, de possessif, tu vois, je veux accaparer les choses. Et donc, ils sont dans ça, au lieu de comprendre que, au final, ce qui va rester, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, ce que toi, t'auras gagné pendant toute ta vie, ça va pas rester, hein. C'est pas ça qui va rester. C'est ce que t'auras laissé. Donc, d'ailleurs, qu'on se souvienne de toi, ou moi, ou qu'on se souvienne pas, en réalité, c'est pas si grave. L'important, c'est pas tellement ça. C'est qu'est-ce que mon appel dans ma vie, dans le présent, tu vois, a engendré. Qu'est-ce que mon appel vis-à-vis de moi a créé comme action ensuite, qui ont elles-mêmes engendré des choses, d'autres appels, et à la fin de ma vie, comme toi tu me demandais, c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que j'appelle? Ça serait quoi la phrase? C'est un truc que je dis souvent, je demande aussi à des dirigeants, je leur dis, ok, dans le travail que je peux faire sur ce travail au fait, le message, ça serait quoi le message? Cette question que tu m'as posée, je la pose aussi. Donc, mais le comment, c'est vers ça qu'on est attiré. Et c'est, donne-moi du truc concret, donne-moi des trucs applicables tout de suite. Et pourtant, il faudrait répondre au pourquoi. Et en fait, la racine, même si le comment est plus puissant dans la matière, il va être agissant, il va transformer les choses. Le pourquoi, si jamais on ne se pose pas cette question, on peut se planter. Et en fait, agir dans le mauvais sens. Mais c'est surtout, comme tu dis, il y a des gens qui courent toute leur vie après des comment et qui cherchent jamais un seul pourquoi. Et ça me paraît aberrant. Moi, des fois, de l'extérieur, je me dis, mais... Pourquoi? Ouais, mais c'est un chemin aussi de... Tu vois, j'ai failli mourir 2 fois, moi, dans l'expérience que je t'ai dit. J'ai eu 2 moments où j'ai failli me tuer. Pas par désespoir, mais par comme si c'était... je suis prêt à aller jusque-là, en fait. Je suis prêt à me tuer, à mourir. Et au bord de la chose, je l'ai pas fait. Mais c'était comme aussi affronter la peur de ça. Moi, la mort, ça a toujours été une question très importante. C'est fort. Et je sais pas, mais en tout cas, le fait d'avoir vécu ça, je pense que ça aussi, ça a ancré encore plus la conscience. Et le fait de rater sa vie, on peut rater sa vie, on peut passer à côté. Et on passe à côté parce qu'en fait, on n'ose pas être qui on est. On n'est pas un être vivant, un être humain vivant, qui va bouger dans le temps, mais qui vient d'un passé,
ce passé l'a transformé, et dans chaque instant, je peux bouger. Je suis créateur de ce que je suis dans l'instant présent, pour le futur. Bon, pour résumer ce qu'on s'est dit un peu. Et donc, ils peuvent être à côté, parce qu'en fait, ils vont pas être dans une écoute, mais ils vont être dans ce truc où, au bout du compte, c'est la voix, tu vois, la voix de l'exigence. Et ils ont un surmoi trop fort. Ils ont un poids de la société qu'ils ont intégré de ça, il faut pas le faire. Ça, tu dois le faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est comme ça. Si jamais tu ne fais pas ça, tu es le mauvais élève. Tu vois. Et c'est comment, en fait, à un moment donné, tu sors de ça, comme tu dis, tu vois. T'oses faire un bras d'honneur à ça et dire, en fait, c'est pas juste. Mais tu sais, les enfants, ils disent ça. Ouais. Ma fille, Quand dit t'es ça. enfant, ouais. Mais c'est pas juste. C'est marrant que les adultes le disent pas assez, je trouve. Tu sais, parce qu'il y a une sorte de fatalité Ouais. quand t'es adulte de ouais, mais de toute façon, tu te débrouilles, quoi. C'est toi qui es responsable de toi-même. Ouais. Quand t'es enfant, t'es là en mode oh, on n'a pas le droit de faire ça, je veux plus de bonbons. Ouais, c'est clair. Puis quand je serai grand, j'aurai plein de bonbons. Ah, vas-y, c'est bon, t'es grand maintenant, fais ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et pourtant, il y a quand même un truc, une espèce de cage mentale qui te fait pas aller acheter des bonbons. Enfin, c'est figuré, hein, c'est une image, bien évidemment, mais qui te fait ne pas aller faire le tour du monde comme tu l'aurais espéré, qui te fait ne pas devenir toi, en fait. Ce que t'as dit, c'était hyper profond et hyper beau. C'est que pour moi, rater sa vie, c'est ne pas devenir soi-même. Il y a que ça. Si t'as été toi, si t'as été dans tes propres pas, dans ta propre vibration, dans ton propre être, c'est bon, t'as réussi ta vie, en fait. Ouais. Et tout est là. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question l'autre jour qui m'avait dit « Qui admires-tu » Moi, j'ai dit, très simplement, j'admire les gens qui vivent leur vie en étant eux-mêmes. Ouais. Quels qu'ils soient. C'est tout. C'est ça les gens que j'admire. Et en fait, c'est la question essentielle, tu vois. Que tu sois boulanger, entrepreneur, voyageur, blogueur, écrivain, qu'importe. Tant que tu vibres à ta fréquence, tu es là où tu dois être, tu es qui tu es. Et c'est pour ça que je fais Time for Human, et c'est ça qui m'anime moi. C'est non seulement de devenir qui je suis pleinement, premièrement, une quête égoïste aussi, hein, et après, de pouvoir faire en sorte de porter le message aux autres de « Hey, c'est le seul but de la vie, soyez vous-même ». Je vais te dire un truc, ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïste. Et d'ailleurs, je dis souvent ça, en fait, parce que très vite, la voix peut être ou un moyen on dit, c'est capter, captiver, attirer à soi, le petit soi, tu vois. Et quand on est dans ça, on peut avoir énormément de succès. Hein. Franchement, il y a des gens qui ont beaucoup de succès comme ça. Mais la vérité, la justesse, c'est toi qui la connais. En fait, moi, je peux pas complètement savoir la justesse d'une personne. C'est que chaque personne elle-même qui connaît la justesse. Mon travail, c'est aussi ça, c'est de permettre non pas à ce que moi je dicte la justesse, je t'accorde, mais je t'aide à t'accorder. Et tu vois, c'est vraiment cette question musicale, le son, la vibration sonore, le son, parce que même si on fait une distinction entre le chant et la voix parlée, c'est la même chose. C'est juste une question d'allongement des voyelles. Tu vois, j'allonge les voyelles et je fais du chant. Régale-moi, fais-moi. J'allonge les voyelles et je reste sur une note, tu vois. Et voilà. Et je soutiens tout ça par le souffle et c'est du chant. C'est ça la distinction entre le chant et la parole, la vraie. Donc, et après, il y a aussi la distinction, les gens disent, ouais, t'es instrumentiste ou t'es chanteur? Je dis, non, mais attends. Non, t'es musicien ou t'es chanteur? Donc un chanteur n'est pas un musicien. Oui, en fait, je veux dire, t'es instrumentiste. Bah oui, je suis instrumentiste. Enfin, c'est un instrument. Enfin, tu vois, c'est un instrument. C'est le plus beau des instruments. Il est dans notre corps. C'est celui on ressent physiquement en même temps qu'on peut jouer. Et c'est celui qui est le plus difficile à maîtriser, puisqu'en fait, il est au-delà, il est en nous. Donc, alors que l'autre est au-delà. Et l'autre, il peut être bien, moins bien, tu l'accordes, machin, c'est en dehors de toi. Mais toi, ton instrument, bah, il est lié aussi à ton émotion, tout ce qu'on disait, tu vois. Donc, l'accordage de ton instrument à toi, il se fait, je disais ça aussi pour moi, un peu tous les jours, tout le temps. Donc voilà, bref. Mais je digresse encore. Juste avant que tu partes sur une autre réflexion, ouais. Ça m'a régalé quand t'as chanté à la toute fin
bientôt, je te demanderai juste de me faire une petite vocalise, un truc, parce qu'avec le micro, c'est incroyable. Juste, Ok. j'ai envie que les gens ils profitent de ta voix chanter. Vas-y, continue dans ta Ok. réflexion. Donc, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi c'est pas égoïste? Parce que chaque action que tu vas faire, provoquer, chaque voix que tu as, chaque chose que tu es en train de faire pour toi, ce n'est pas que pour toi. Et que chaque chose que tu feras pour toi va engendrer, tu vois, on parle de transgénérationnel. Alors, dans les familles, c'est sûr que quand en plus il y a le sang et tout ça, c'est sûr que ça agit. Mais au-delà de ça, tu vois, nous, notre rencontre, c'est pas transgénérationnel, mais notre rencontre engendre quelque chose. Au-delà du podcast, physiquement, au-delà même, de ouais, ce que bien sûr. ça engendre Aux yeux même du pour les monde autres. et pour nous. Pour nous. Ça nous transforme l'un et l'autre. Tu Mhm. vois. Et donc ça, moi, ça me change, mais ça change aussi tout ce qui va suivre de moi. Donc dans cette relation qu'on a avec soi-même, plus moi j'agis sur moi, plus j'agis sur le futur qui n'est pas moi. Petit ego Dimitri ou petit ego Cyril, tu vois. Mhm. Non, c'est mon ego, il est nécessaire, merci mon ego, c'est une super bagnole, et j'en prends soin comme mon corps, tu vois, ça c'est important parce que c'est grâce à ça que le message peut être transmis. C'est grâce à ça que la lumière peut passer. Heureusement qu'il y a des fenêtres. Si avec des murs, il n'y aurait pas de lumière dans les maisons. Donc les fenêtres, c'est ça, c'est un peu comme, est-ce que tu es un mur ou tu es une fenêtre? Est-ce que tu laisses passer les choses? J'espère être une fenêtre. Voilà, tu vois. Est-ce qu'elle est embuée, ta fenêtre? Est-ce que elle t'a mis un truc transparent dessus, la vitrophanie qui met du brouillard? Est-ce que tu vois? Donc, est-ce que c'est clair? Très Et c'est un belle peu ça, métaphore. c'est cette idée-là. C'est comment je rentre dans cette clarté, cet accord avec moi au jour le jour, être d'être dans cette attitude de me réaccorder comme un orchestre. Tu sais, avant de faire la symphonie. C'est pas on s'est accordé une fois il y a 10 ans. Génial, trop bien. Ouais, il faut se raccorder régulièrement. Bah, non, mais c'est tous les jours. À chaque fois qu'on veut jouer une symphonie, on s'accorde. Donc l'idée, c'est et même parfois entre plusieurs morceaux, on se rend compte. Attends, on est un peu descendu là. Donc on se réaccorde. Donc c'est cette idée-là. Moi mon appel, c'est ça. C'est de rentrer dans l'amour du présent par l'amour de ce qui a été et de devenir créateur d'un futur qu'on souhaite. Et d'aimer non pas simplement la réussite, mais d'aimer la vie, l'apprentissage, la confrontation, la relation qui peut être dissonante, comme en musique, tu vois, deux notes qui sont proches, ça fait un truc qui va grincer, qui va... et en même temps, d'avoir des relations qui au contraire vont être consonantes, qui vont sonner ensemble. Et que de tout ça, ça crée une matière qui me fait bouger, qui me fait avancer dans la vie, qui me fait évoluer, moi, en tant qu'identité égo, mais pas que pour moi, pour quelque chose qui va au-delà de moi. Et donc mon appel, c'est de laisser passer cette chose qu'on a en nous, cet appel en nous, et de le transmettre, et d'oser aller vers cet appel qu'on entend en nous, cette voix qui appelle en nous, et de la transmettre, et d'appeler les autres à ça. Et ensuite de vivre sa vie, et peut-être que demain, tous les deux, on va mourir. Tu vois. Sûrement, un jour. Peut-être pas trop tôt, j'espère. On aura le temps de faire des choses. C'était formidable. J'ai adoré l'échange, franchement. J'allais te laisser la parole pour clôturer, mais je trouve que tu as déjà fait une clôture magnifique, en beauté. Donc j'ai envie de te demander de chanter, parce que j'ai envie d'écouter ta voix avec le micro, et j'ai juste envie de... Je sais pas, est-ce que t'en as envie? Ouais, j'en ai envie, je veux bien. Et je te propose de faire un truc que je faisais intuitivement depuis que j'étais petit, qu'ensuite sur Clubhouse, j'avais un petit peu institutionnalisé avec une femme qui s'appelle Céline Pelletier, qui est aussi une coach vocale sonothérapeute, qui travaille aussi beaucoup, on est très proches tous les deux sur cette question, elle vraiment encore plus par le son de l'intuition, de développement de cette voix intérieure, libérer la voix du cœur, elle l'appelle comme ça. Et donc on faisait des rooms où on invitait les gens à chanter intuitivement, à rentrer dans la vibration sonore qui est là en nous, et dans l'instant présent, dans la vie, qu'est-ce qui va sortir. Donc je vais essayer de faire ça. Génial. Je sais pas où ça va m'emmener, tu vois. Et j'invite moi pendant mes séminaires aujourd'hui à aller aussi, je fais un peu ça pendant mes cours de temps en temps, mes coachings, j'invite à faire ça aussi pour certaines personnes, parce que ça fait un bien fou. Alors on essaye. Donc tout commence dans le silence.
Parce que la voix naît dans le silence. Tu nous as fait vivre un moment hors du temps. On va clôturer là-dessus, c'était un plaisir pour les oreilles comme pour les vibrations intérieures. Merci à toi d'être venu au micro de Time for Human. Vraiment, on a eu le temps de passer sur beaucoup de sujets très profonds. J'ai beaucoup aimé la discussion. J'espère que vous aurez apprécié aussi. Et je te laisse le mot de la fin. Je te remercie, Cyril, parce que, comme je disais tout à l'heure, si tu n'étais pas là, tout ce qui est sorti là aujourd'hui ne serait pas sorti. Donc, ce que je dis, ce que j'ai dit, parce que tu dis que ça a été une conversation, mais c'est quand même plus moi qui ai parlé, eh bien, même si tu n'as pas parlé, c'est venu de toi. C'est venu de notre rencontre. Tu vois, et ça, en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est de comprendre que, certes, il y a quelqu'un qui est là, peut-être à un moment donné, à avoir la parole, mais sa parole n'est pas qu'à lui. Et en fait, elle n'est pas que de lui. Elle naît de la rencontre entre lui et l'autre. Et c'est ça, c'est que on rencontre l'autre et l'autre nourrit ce qui est en nous et fait sortir ce qui est à sortir, ce qui est juste à l'instant T. Donc là, je te remercie parce que moi aussi, je découvre des choses quand j'exprime. On a tous vécu ça, où on est étonné et j'ai de la gratitude, tu vois, de temps en temps à me dire putain, c'est dingue ce qui sort parfois. Et non pas dans un truc de fierté, genre ouais, l'ego, ouais, c'est bon, c'est moi, regarde, c'est Dimitri. Non, c'est waouh, putain, il y a des trucs, ça me dépasse, ça passe. Ça passe et ça me dépasse. Donc cherchez à vous dépasser, à aller au-delà de vous, et la voix est le plus bel instrument pour ça. Ouvrez votre voix, parce que chaque voix compte. Chaque voix compte. Sauf celles qui ne veulent pas que les autres comptent. Bien dit.
Je pense que j'ai réalisé ça. Ça m'a pris des dizaines d'épisodes de podcast avant de réaliser que l'écoute, la vraie écoute, celle où tu réponds, mais pas avec la parole. Tu vois, la présence, c'est la plus belle forme de discussion. On m'a beaucoup reproché, et d'ailleurs j'en ferai un jour un podcast solitaire en disant tu coupes la parole, tu prends beaucoup la parole, tu devrais laisser plus la place à la personne en face de toi. Et maintenant j'essaie de le faire et je me rends compte qu'au final, c'est quand même une discussion. Même s'il y a une question qui s'ensuit de 20 minutes de monologue, c'est quand même une conversation. Et merci de me l'avoir fait remarquer avec autant de profondeur. C'était fabuleux. Merci à tous d'avoir suivi ça. J'espère que vous aurez suivi jusqu'au bout avec le petit chant et la totale. Et n'hésitez pas à suivre Dimitri, c'est vraiment fabuleux ce qu'il fait. Et je dis pas ça que parce que c'est mon ami et que je l'apprécie, mais c'est vraiment du beau travail ce qu'il fait. Je te remercie. Merci à toi et à une prochaine. À une prochaine. Bye bye.